Roland, le responsable directeur du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Donc une multitude de choses encore à vous dire sur tout ce qui va se passer prochainement sur notre commune préférée. Vous êtes sur IDFM Radio Enghien, il est pratiquement 9h03, très bonne journée, et à demain matin pour une nouvelle matinale. Voici donc le bar de l'économie, 98 FM. Sa culture, théâtre. Le théâtre. Voilà, ça suffit. Et la promotion. Florence, il faut aller plus vite. Je te passe quoi? Non, non. Tu attends que tout le monde t'ait dit bonjour. Tu as largement le temps. Et quand Philippe a dit bonjour, tu prends le micro. Moi, je fais caméraman aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au bar de l'économie. Si vous voulez voir l'émission en vidéo live et interagir, vous nous rejoignez sur Facebook, page bar de l'économie. Et bien sûr, nous diffusons toujours en FM 98.0 et en web radio sur idfm98.fr. Bonjour, mais qui êtes-vous? Qui est cette voix ce matin qui remplace Florence Fleur? Et oui, c'est une nouvelle voix, je m'appelle Dominique Flora, mais Florence n'est pas loin, elle est dans le studio. Elle surveille de Elle surveille, exactement. Et puis demain, on retrouvera Jacqueline. Tout C'est à un peu fait. chacun son tour. C'est ça. Bonne émission. Merci. Aujourd'hui, nous parlerons actualité, nous parlerons de la ville d'Enghien et de sa culture, nous parlerons également du théâtre parisien des Blancs-Manteaux et nous parlerons également de la promotion du métier d'ingénieur et de scientifique. Nous accueillons Quentin aujourd'hui également, jeune stagiaire en classe de 3e, avec qui nous allons faire les infos du jour. Alors, pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Sueur. Bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs, auditrices. Vous êtes maire d'Enghien-les-Bains et vice-président du conseil départemental du Val d'Oise. Nous profitons de votre présence pour commenter les infos du jour, le projet Europa City et puis également toute l'actualité sur la ville d'Enghien. Volontiers. Dominique Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de la ville d'Enghien et le directeur de la culture. Vous nous parlerez de votre programmation et plus particulièrement du concert de Lydie Solomon et du festival Plein les Mirettes. Vous étiez également en Russie. Vous nous expliquerez pourquoi. Frédéric Cagnache, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du théâtre des Blancs-Manteaux, théâtre qui a plus de 45 ans et que vous avez racheté en 2008. Avec vous, ce qui nous intéresse, c'est votre démarche personnelle. Et aussi, bien sûr, toute l'actualité, la programmation du théâtre. Vous nous parlerez également de l'atelier de la comédie. Patrick Sellos, bonjour. Oui, bonjour à vous. Vous êtes vice-président de l'IESF. L'IESF, c'est l'Association des ingénieurs et scientifiques de France, dont l'action est de promouvoir le métier des ingénieurs et des scientifiques. Le colloque que nous avons animé avec notre équipe le 14 novembre. Merci à Florence. Eh bien, écoutez, vous nous parlerez de ce colloque et quelles conclusions nous pouvons en tirer. Alors, avant les infos du jour, je rappelle notre grand jeu jusqu'à Noël. Vous pouvez gagner un pack Sérénité Darty par semaine. Vous pouvez pour cela faire vos commentaires sur l'émission via Facebook et répondre à la question de la semaine. Quelle est la capacité de stockage du cloud du pack Sérénité? Eh bien, passons maintenant aux infos du jour. Alors, la première information, un nouveau groupement d'entreprises Made in Val d'Oise, le CIPERF 95, jeudi dernier a été lancé. Ce nouveau groupement d'entreprises pour rapprocher les compétences des TPE-PME des besoins des donneurs d'ordre et maîtres d'ouvrage afin de permettre aux grands projets du Val d'Oise, BTP Industrie, de mieux profiter au tissu économique. CIPERF va permettre aux PME, PMI, en regroupant leurs compétences, de pouvoir enfin répondre à des appels d'offres qui leur seraient inaccessibles en étant isolés. Aux donneurs d'ordre d'accéder à des fournisseurs sous-traitants de qualité tout en s'inscrivant dans une démarche de responsabilité sociale de l'entreprise RSE. Initié par des réseaux d'entreprises du centre Val d'Oise, CIPERF 95 est déjà appuyé par de nombreux sponsors et institutionnels. Patrick Sellos, vous voulez faire un commentaire sur ce sujet? Oui, enfin c'est un commentaire qui trouve en fin de compte sa racine donc dans l'Assemblée générale du MEVO, le mouvement des entreprises du Val d'Oise, dont on a fêté le 140e Assemblée générale, donc 140 ans. Et au cours duquel Philippe Sueur, ici présent, donc, a lancé un cri d'alarme sur les formations qui permettaient donc de concourir justement à l'alimentation des différentes entreprises.
c'est là que nous avons appris que sur 46 sections de BTS, il n'y en avait que 8 qui étaient véritablement donc, dans l'industrie. Et sur les 8, il y en avait 4 qui travaillaient donc, dans le domaine du transport. Vous voyez donc le nombre donc, de ces sections donc, de BTS purement industrielles est relativement faible, extrêmement oui, ça faible. paraît très faible, effectivement. Et quand on regarde, alors on dit, bon, les BTS, d'accord, mais figurez-vous que les ingénieurs, c'est exactement la même chose. Les ingénieurs, aujourd'hui, ils en forment à peu près 30 000 par an. Et bien, sur ces 30 000, il y a également une déperdition. Il en manque 10 000 chaque année. On manque 10 000 ingénieurs. C'est énorme, oui. C'est énorme pour alimenter tout un tissu industriel. Et je ne dirais pas que parmi ces 30 000, il y a plus d'un tiers qui abandonne la fonction technique pour s'occuper de la finance, du management, et ainsi de suite. Vous voyez donc, aujourd'hui, le tissu industriel français est en train de s'appauvrir. Et bien sûr, c'est aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il en sera demain? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Deuxième info, lancement en Val d'Oise de Tap & Job, une plateforme de recherche d'emploi partenaire de Pôle emploi. Tap & Job est une plateforme de recherche d'emploi référencée par Pôle emploi qui a été conçue et lancée en Val d'Oise à Vauréal à l'initiative de Fabien Lebrun de Charmette. Ce service d'aide à l'emploi entièrement gratuit a pour ambition de soutenir les demandeurs d'emploi et les dirigeants des petites entreprises grâce à une nouvelle approche, l'emploi agile. Cet outil est basé sur le constat qu'il est de plus en plus difficile pour les demandeurs et les recruteurs de se rencontrer dans un monde dont le périmètre des compétences augmente de manière exceptionnelle et s'enrichit chaque jour de nouveaux métiers et de nouveaux profils. Dans ce contexte, Tap & Job s'est doté d'une interface révolutionnaire qui permet aux demandeurs d'emploi de consulter un grand nombre d'offres en très peu de temps et aux recruteurs d'analyser un nombre élevé de profils rapidement. Tous les services ainsi proposés sont gratuits pour les demandeurs d'emploi naturellement, mais également pour les recruteurs. Le service a déjà été référencé par Pôle emploi sur l'Emploi Store. Frédéric Cagnache, en tant que chef d'entreprise, comment vous réagissez à cette opération et plus généralement sur les actions de Pôle emploi? Vous voulez que je réponde d'une manière politiquement correcte ou que je réponde d'une manière un peu directe? C'est à vous de choisir. Eh bien écoutez, soyez direct. Direct, vous prenez des risques, mon cher. En fait, oui, alors c'est très bien tout ce qui permet de rapprocher. Le problème, c'est moi je constate une totale inefficacité des dispositifs Pôle emploi. Et ça c'est cash, effectivement. Voilà, bon, bah, c'est comme ça. Vraiment une grande difficulté, c'est pas forcément à cause d'une inaction ou de... Parce qu'on dit, ouais, bah, c'est des fonctionnaires feignants, enfin des choses comme ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est pas vrai. Moi j'ai rencontré des gens qui se bougeaient vraiment pour essayer d'apporter. Le problème c'est que il faut aussi prendre conscience, des fois, je sais que là, pour recruter, si j'ai besoin de recruter au mois de décembre, je sais que je ne trouverai jamais avant janvier. D'accord. Si vous voyez ce que je veux dire. Commencer à travailler un nouveau job, surtout dans le théâtre, où on doit travailler le soir, le week-end, évidemment, ça demande une certaine disponibilité de la part des personnes qui voudraient éventuellement être embauchées dans un théâtre. Voilà. Je parle de ce que je connais, moi. On voit bien aussi qu'il y a quand même des actions très, très positives et très dynamiques de Pôle emploi, mais Oui, Patrick Sellos, je voudrais vous interpeller sur cette plateforme. Est-ce qu'on n'arrive pas à un statut ou à un niveau où il y a un peu trop de plateformes, justement? Justement, il y a un peu trop de plateformes au niveau donc, de l'aide à la recherche d'emploi. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, la plateforme dont on a évoqué, je dirais, la création, il y a quelque chose de très beau, de dynamique. Et quand on regarde ceux qui sont effectivement en recherche d'emploi, ce sont des personnes qui, en règle générale, ne vont pas sur ce type de profil de plateforme. Ils regardent, bon, c'est plutôt de bouche à oreille. Ils ont effectivement des difficultés ensuite à s'exprimer en face donc, de personnes qui recrutent. Il faut tout un parcours pédagogique qui n'a rien à voir avec le dynamique et la beauté de la plateforme que l'on nous présente aujourd'hui. Merci Patrick. Vous vouliez intervenir? Oh, c'est juste un complément. Je me permets de dire, tout est dans le mot. Quand on dit plateforme,
Si vous inversez, vous mettez forme plate. D'accord. Voilà, c'est tout. Merci pour votre commentaire. Alors le CIVO, autre information, le CIVO, le comité d'expansion du Val d'Oise, intègre l'association Choose Paris Région, l'agence d'attractivité et de promotion internationale de l'Île-de-France. Chose Paris s'est doté d'une nouvelle gouvernante, Franck Marguin, conseiller régional d'Île-de-France, la préside et Lionel Grotto en est le directeur général. Elle rassemble 100 partenaires impliqués dans l'attractivité des territoires de l'Île-de-France, entreprises françaises et étrangères, écoles, universités, rectorats, incubateurs, hôpitaux, collectivités, acteurs territoriaux s'unissent pour travailler ensemble au rayonnement du territoire francilien. Le CIVO, l'Agence de développement et d'attractivité des territoires du Val d'Oise, intègre ainsi le 4e collège regroupant les représentants des territoires. Chose Paris Région a engagé en 2019 des évolutions importantes pour accroître son efficacité, devenir plus agile face à une concurrence internationale croissante et développer la coordination et les collaborations avec ses partenaires. Son objectif, construire une relation de confiance et créer des groupes de travail opérationnels sur des enjeux clés d'attractivité comme l'offre aux investisseurs, les infrastructures, immobilier et transport, l'attraction et l'accueil des talents, des actions coordonnées pour attirer des investisseurs stratégiques ciblés, des événements communs, des collaborations bilatérales ou collectives, etc. Alors Philippe Sueur, vous êtes le président du CIVO. Oui. La création de synergies entre les acteurs est-elle une nécessité au regard de la concurrence internationale? C'est vital. C'est vital. Alors, juste quelques mots pour éclairer nos auditeurs. Choose Paris Région n'est pas une nouveauté, c'est un nouveau nom. Un peu à la mode, hein, bien entendu. En réalité, il s'agit de cette agence régionale qui s'est appelée jusque maintenant Paris Région Entreprise, totalement financée par le Conseil régional. Le Conseil régional qui, depuis la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, a une responsabilité économique pleine et entière. Les départements ont été assez soustraits de cette compétence économique. Ils ne peuvent plus soutenir directement les entreprises, mais restent évidemment des acteurs de l'attractivité. Donc la région a toujours eu une agence de développement, c'est 130 à 140 collaborateurs. Certains sont à l'étranger, puisque on vient de résumer la mission de Paris Région et de Choose, bien sûr, qui succède. Et il y a là donc un grand dynamisme qui ne peut se développer qu'avec les relais territoriaux. Bien sûr. L'Île-de-France, c'est évidemment 12 500 000 habitants, c'est presque le tiers du PIB français, et il y a une concentration sur Paris et Petite Couronne, mais il y a aussi des territoires qui sont ceux de la Grande Couronne, avec en Val d'Oise, et notamment ça a été déjà esquissé, une richesse industrielle énorme, qui a besoin de se développer en interne, mais aussi à l'exportation en interne. Voilà. Alors Franck Marguin en est le président. Franck est vraiment là quelqu'un qui connaît ces questions économiques parce que c'est un grand banquier, d'une part, et il est conseiller régional. Et puis nous avons Lionel Grotto, qui est un ingénieur très polyvalent, c'est un polytechnicien très brillant, qui était le conseiller de Valérie Pécresse avant de prendre la direction générale de Paris. Alors nous étions déjà en partenariat, nous avons signé bien entendu cette convention de relais, parce que nous, en réalité, nous sommes l'exécutant sur des missions soit territoriales internes au Val d'Oise, ou sur des missions que nous développons avec un grand professionnalisme. Le CEVO a un bureau à Shanghai et un bureau à Osaka, dans des conditions économiques, je ne vous dis pas, les plus modestes, et ça coûte peu d'argent parce qu'on s'est débrouillé très bien depuis longtemps. Et là, tous les industriels du Val d'Oise peuvent, même franciliens, peuvent trouver un appui pour venir en convention de partenariat, joint venture, avec une entreprise japonaise, avec évidemment une collectivité chinoise. Et nous sommes, vraiment très satisfaits de cette réorganisation. Merci Philippe Sueur. C'est important que vous mettiez en avant cette notion de relais en fait entre les différents acteurs pour que toute la chaîne puisse fonctionner.
Et je rappelle que grâce au CEVO, c'est 1200 entreprises étrangères qui sont installées dans notre département. Oui, dont 65 japonaises. 65 entreprises japonaises qui sont là depuis quelques décennies pour certaines comme Kubota. Et l'intérêt, ce sont des entreprises à très forte valeur ajoutée, oui, qui n'envoient qu'un cadre, voire 2 dirigeants ou cadres. Tout le reste, c'est la création locale d'emplois, généralement de très bon niveau, de haut niveau. Et c'est là où souvent, malheureusement, le bas blesse, c'est la difficulté de formation pour les métiers intermédiaires. Merci Philippe Sueur. Une autre information sur laquelle vous allez probablement réagir, c'est une forêt qui est replantée dans le Val d'Oise, une première depuis 400 ans. Un terrain à l'abandon de 1350 hectares sera transformé en forêt à Méry-sur-Oise, dans le Val d'Oise. C'est le syndicat mixte d'aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt qui porte cet ambitieux projet sur cette commune. Bessancourt, Frépillon, Herblay-sur-Seine, Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Ouen-le-Monde et Taverny. Ce ne sont pour l'instant que des vastes plaines au cœur du Val d'Oise. Mais le paysage va se modifier au fil des années pour devenir une immense forêt, puisque 1 million d'arbres vont être plantés d'ici les 10 prochaines années, et ce sur 1350 hectares. Il s'agit du plus grand projet de création de forêt depuis 400 ans qui vient contribuer au développement de la biodiversité. Un nouveau poumon vert pour les Valdoisiens. Cette terre, autrefois fertile, fut polluée par les eaux usées. Les cultures ne servaient qu'à nourrir le bétail. Les tout premiers arbres, avec plus de 30 essences différentes pour résister au mieux à la pollution des sols, ont été plantés ce lundi 25 novembre. Les travaux vont coûter 85 millions d'euros. Philippe Sueur, vous voulez réagir? Oui, bien volontiers, parce que d'abord c'est très symbolique, c'est une très belle action. Juste pour que nos auditeurs, auditrices saisissent bien à la fois le sens de l'histoire, les retournements de l'histoire. Pierrelaye est à en quelque sorte 30 km de Paris, et sous le Second Empire, la ville de Paris, qui avait besoin de développer ses cimetières extérieurs, comme celui de Thiers, avait donc acheté là des centaines d'hectares, puisque la ville avait réuni en quelques 600 hectares sur ce territoire pour en faire un cimetière. Même la voie ferrée avait été réalisée. Ce cimetière ne s'est pas construit. Néanmoins, en 1897, l'époque de Belgrand, des égouts de Paris, il fallait évidemment évacuer ces eaux usées, et notamment par transport gravitaire, et c'est ainsi que des champs d'épandage ont été institués sur cette plaine. Champs d'épandage qui ont permis aussi à des maraîchers. À l'époque, on pensait qu'il y avait là un engrais naturel qui était plus ou moins pollué, mais pas chimiquement pollué généralement. Et c'est ainsi que jusqu'en 1999, il y a eu des épandages. La ville de Paris a même établi sur ce site une ferme pilote, la ferme de la Grande Borne, qui va être réhabilitée en centre expérimental. Ce sont des bâtiments extrêmement importants. Et il est évident que depuis la fin des épandages, avec l'émotion des pollutions qui sont celles de notre époque, d'eau qui était chargée de métaux lourds, notamment entre autres de mercure, et il y a donc eu la véritable problématique de leur destination, autre que de la construction. Le maire de Pierrelaye, très tôt, s'était opposé, avait réussi dans le SDO Île-de-France à ce que ce secteur, cette zone soit neutralisée, mais on n'arrivait pas à monter un projet. C'est autour du maire de Frépillon, de Bernard Tailly, et puis bien entendu des maires voisins, et puis de l'aide considérable qui a été apportée par la région, par l'ONF, par la ville de Paris, qui a cédé à l'euro symbolique les centaines d'hectares qui forment le cœur de cette nouvelle forêt. Alors ces 600 hectares qui vont être plantés, donc plantés d'1 million d'arbres, c'est 400 hectares de bois et de taillis environnants qui vont être restaurés par toujours les services de l'ONF, et c'est quelques 350 hectares qui vont faire l'objet de chemins, de clairières, de manière à ce que cette forêt puisse être aussi un lieu aéré, un lieu de promenade pour
le Val d'Oise, Paris, hein, bien entendu. Alors, le premier arbre, c'est symbolique, a été planté le 25 novembre, hein, le jour de la Sainte-Catherine, mais les plantations étaient déjà en cours. Hein. Il y a là un travail scientifique extrêmement appuyé, hein, par l'ONF, et nous nous réjouissons tous, hein, de ce qu'on appelle un bel ouvrage. Merci Philippe Sueur, on voit que vous connaissez bien ce sujet. Et pour nos auditeurs, sachez que on sent que vous êtes très passionné aussi par cette activité-là. Mais oui, parce que le territoire valdoisien le mérite, et puis quand on est un élu territorial, notre mission c'est d'adhérer pleinement et de transmettre et de faire, voilà, tout simplement. Alors, pour soutenir le Val d'Oise, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a présenté un grand plan d'investissement d'1 milliard d'euros dans 4 domaines. Les transports, l'aménagement, l'environnement et la culture. Hier, nous vous parlions des investissements en transport. Aujourd'hui, nous détaillons l'emploi, la formation et l'éducation. Valérie Pécresse propose la création d'un lycée international avec internat d'excellence dans l'est du département. L'encouragement au microcrédit et à l'entrepreneuriat grâce à l'ADI, la signature d'une convention entre la région et Air France sur la formation à Roissy, la création d'un CFA sur les métiers du numérique et d'une maison du numérique à Sarcelles et Garges-les-Gonesse. Le développement d'un campus métier de sécurité à Argenteuil pour former de nouveaux métiers dans ce secteur. Côté aménagement et environnement, elle propose de lancer le plan Friche afin d'identifier les territoires d'industrialisation crédibles, l'implantation de plusieurs exploitations horticoles et d'équiper le Val d'Oise en panneaux solaires aux abords des autoroutes. Et enfin, 10 millions d'euros pour des maisons médicalisées, l'aménagement de petites gares et du coworking. En politique de la ville, elle propose à l'État d'installer l'Agence nationale de la cohésion des territoires à Villiers-le-Bel. Côté culture, c'est à Massy où elle propose un nouveau centre Pompidou, fabrique de l'art. Alors, je me retourne vers vous de nouveau, Philippe Sueur. De vraies mesures ou alors des propositions de longue date qui étaient gardées sous le coude? Bon, il y a, bien entendu, il y a des propositions, il y avait des projets qui vont se concrétiser, mais là, il y a une véritable affirmation de la présidente, hein, pour ce Val d'Oise qui est le département le plus jeune de France en termes de démographie, celui qui présente des fractures sociales extrêmement profondes, hein, malheureusement, et des implantations de formation nous semblent vitales. Alors, a été évoqué le lycée international. On ne peut pas faire de développement à l'international et d'implantation d'entreprises s'il n'y a pas de lycée international. La région avait présenté son plan d'implantation il y a déjà 7-8 mois. 9 lycées avaient été ainsi listés. Il manquait un lycée en Val d'Oise. Eh bien, Valérie Pécresse vient de combler et nous sommes absolument ravis, notamment pour l'est du département. Vous avez évoqué aussi tous ces plateformes ou ces lieux de formation. Nous saluons par ailleurs le retour de l'AFMAE, c'est l'Association pour la formation au métier de l'aéronautique et de l'aérien, l'AFMAE, créée en 1997, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'une formation professionnelle par la branche industrielle elle-même, comme l'automobile et le cycle ont su le faire en 1947 à travers le GARAC, un merveilleux GARAC, et ces lieux de formation. Une référence dans la formation. Absolument, depuis la formation des techniciens jusqu'aux ingénieurs. Et l'AFMAE donc, est revenu à Bonneuil en France, sur les franges même de l'aéroport du Bourget. C'est déjà 640 apprentis qui sont là en formation depuis quelques mois, avec des reconversions tout à fait étonnantes. Ça bouge enfin, mais c'est tout à fait nécessaire pour un département qui a, en matière d'investissement, quelques retards. Et il est vrai que le conseil départemental, comme la chambre de commerce, tous les acteurs économiques du département ont déploré la position de la présidence de la République sur Europa City. Alors nous allons y venir, mais je voulais vous poser une dernière question sur ce sujet. C'est sur toutes ces annonces qui ont été faites par Valérie Pécresse, est-ce qu'il va falloir avoir recours à l'intervention de l'État ou en termes de financement? Alors, il y a deux choses. Là, il y aura donc ces investissements lourds, ces centaines de millions que la région va injecter au fur et à mesure sur évidemment des projets, mais se négocie aussi en parallèle le contrat
région-État, État-région. Ce sont des contrats, l'actuel va se terminer, bien entendu, et là, il faut que l'État vienne en complémentarité, en synergie, bien entendu. Valérie Pécresse est confrontée à un véritable bras de fer avec les différents ministères et la préfecture de région, notamment parce que l'État a des retards en termes de financement des transports et de la mobilité. Il y a 401 millions qui auraient dû être versés sur la région et notamment au financement de l'Île-de-France Mobilité, c'est l'ancien STIF. Vous avez évoqué tout à l'heure les transports, vous en avez sans doute parlé hier. Le département du Val d'Oise a encore beaucoup trop de retard. Très bien. Alors, vous parliez d'EuropaCity, ça me permet d'avoir le lien en fait sur le sujet suivant. Je voulais que vous vous interrogiez sur ce point. Et avec l'arrêt d'EuropaCity, la première question, c'est la confiance de l'État, qui semble-t-il fait très peur aux Français. La confiance qu'on peut avoir en l'État sur les décisions qui sont prises. Oui, parce que là, on a une décision politique, totalement politique, que je lis aussi à Notre-Dame-des-Landes, puisqu'on avait là un projet qui a été politiquement arrêté, juridiquement contestable. D'ailleurs, la position du président de la République, qui apparaît comme une décision, n'a aucun fondement juridique. Vous lisez le titre 2 de la Constitution française de 1958, totalement actualisé. Le président n'a aucun cas cette compétence, aucunement. À travers ses ministères, il peut jouer ce qu'on appelle la montre, c'est-à-dire par des jeux de procédures, d'avis, avoir un poids et un frein en conséquence. Mais on est étonné de voir qu'au fond, le président de la République prend des positions qui sont celles de l'opinion. Alors il y a un débat, il y a un débat d'environnement. Je pense qu'il y a aussi un déficit qui était un déficit d'information sur ce sujet. Le premier projet d'EuropaCity n'était pas recevable, c'est vrai. Nous n'avons plus besoin d'hyper, on n'a pas besoin d'une piste de ski. Mais c'est fini ça. Il y a un projet d'une nouvelle urbanité, dans un urbanisme, je pense, repensé, qui est celui du développement durable. C'est Auchan qui était derrière, c'est la famille Mullier, absolument, avec un Chinois qui s'appelle Vanda, dont on pense qu'il va se retirer. Il a porté 1,2 milliard, et Mullier, la famille Mullier et Auchan, Alliage et Territoire, pour reprendre la structure du lieu, a porté quelques 2 milliards. Et donc c'était pensé comme un nouveau territoire culturel, comme un nouveau territoire alternatif, avec 2300 chambres. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 2300 chambres sur ce... Parce que, tout simplement, le territoire de Roissy a projeté, et ça c'était pas une invention d'EuropaCity, la construction de 8000 chambres d'ici 2025. Bon, il y en a aujourd'hui, on frôle les 8000 sur le territoire de Roissy. Nous avons là une réserve économique qui est extrêmement riche. Je pense qu'on l'a un peu abîmé à la veille des Jeux Olympiques, à la veille également des grandes Coupes du Monde. Bon. Bien, merci Philippe Sueur. Surtout, et maintenant on va regarder les conséquences que ça va engendrer et comment vont pouvoir réagir nos communes, qui sont très directement impactées. En revanche, puisqu'on a évoqué les réserves de Pompidou à Massy, dans le cadre d'EuropaCity, il y avait le projet d'établir également ces réserves sur ce site. Mais le projet était absolument sublime en termes d'architecture et de fonctionnalité. Mais il est certain que le Centre Pompidou et son conseil d'administration a été inquiet des coûts de fonctionnement d'un tel lieu. Le projet de Massy semble-t-il plus raisonnable. Mais voyez-vous, voilà ce qu'il faut apporter en Val d'Oise. Nous, on avait besoin d'avoir un Pompidou là-bas. Et on était loin d'un hyper. On n'en fait plus des hyper. On va enfermer des hyper. Moi, je suis ravi de voir qu'on revient au commerce de proximité parce qu'il est plus humain et deuxièmement, il est économique en termes de carbone. Beaucoup moins de transport.
Merci Philippe Sueur. Alors nous prenons un petit peu de retard sur les infos, mais je sais que Patrick Sellos voulait intervenir. Oui, enfin, c'est par rapport à ce que vient de dire Philippe Sueur, donc qui est très intéressant. Et je me pose la question, donc, face à cette annulation donc, de ce projet Europa City, est-ce qu'on a une idée des répercussions financières sur les contribuables que nous sommes? Premièrement, au niveau de l'abandon du projet, parce qu'on a dépensé quand même pas mal d'argent là-dessus, d'une part, et ensuite en termes de retombées économiques. Est-ce qu'on a donc une idée du nombre d'emplois perdus, et puis des retombées aussi financières pour les communes que vous êtes et qui bénéficiaient donc sur le plan financier donc des retours sur l'investissement? Oui, bien entendu. Bon, il n'y a pas de coût sur les collectivités ou comment dire, toute responsabilité publique. C'est le groupe Auchan qui en a assumé évidemment tout le financement. Je ne le connais pas, mais je pense que c'est quelques dizaines de millions. C'est une perte évidemment en termes d'emploi. On estimait autour de 10 000 emplois pour la réalisation de ce site, qui était donc une réalisation sur à peu près 80-85 hectares. Je vous rappelle que le triangle de Gonesse, c'est 680 hectares. Et 400 ont été sanctuarisés en terres agricoles et espaces verts, bois reconstitués ou golf bien entretenus. Et les 280 qui restaient étaient effectivement affectés par l'établissement public donc, de Plaine de France, affecté à une urbanisation d'activités, moins de construction. Moi, j'aurais d'ailleurs souhaité une très grande université de l'aéroportuaire, des transports, de l'aéronautique. Il faut redonner en quelque sorte de la vitalité par le haut sur des territoires éminemment fracturés socialement. Alors, on avait estimé, et donc les promoteurs de ce projet avaient estimé à 10 000 emplois pérennes pour le fonctionnement du site. Alors, il est bien certain qu'il n'était pas sans bousculer également les articulations commerciales et économiques du secteur. La Seine-Saint-Denis en était très inquiète. Le site de PSA, dans sa reconversion, se posait des questions par rapport à cette concurrence immédiate. Nous pensons que sur Aulnay, il y avait aussi. Aéroville était extrêmement inquiet. Aéroville, pour nos auditeurs, c'est Unibail. Alors il y a eu des lobbies pour, et puis des lobbies totalement hostiles. Bon, voilà un élément d'une question qui a été, je le crains, largement déformé par des opinions qui ont tronqué toutes les informations. Merci beaucoup, messieurs, pour tous vos commentaires sur ces informations. Et nous faisons maintenant une pause musicale. Alors tu peux dire aussi, tu dis merci pour ces commentaires. On revient dans quelques minutes. Tu peux dire juste ça. Et puis, donc c'est Florence qui les a reçus, tu lui fais signe. Ah oui. Et Lydie Solomon, l'autre fois elle est venue, j'ai essayé de trouver des titres sur Spotify, il n'y a rien. Il n'y a rien sur YouTube. Sur YouTube, il y avait. Ouais, mais YouTube, non. On n'est pas YouTube. Philippe, qu'est-ce que tu fais passer là? Là, c'est Cécile El Requia. Excusez-moi, je suis désolé, j'ai calé dans les pauses musicales Kerenan, ce qu'elle Je passe le au mettrai centre après. des arts. Je le mettrai après. Je connais la programmation. Cécile El Requia. Non, je plaisante. Kerenan, c'est quand? El Requia. Cécile, C'est pas fin. elle tout Non, seul et Requia après. Et le titre? Donc là, de toute façon, il n'y aura que des très courtes pauses vu l'heure. Très très courte pause musicale vu l'heure. Là. Je Faut le avancer mettrai. dans les sujets. Juste la date. T'as de Kerenan. beaucoup de temps de faire la prochaine Ah pause oui, mais musicale. je regarde ça sur va le être site. la prochaine pause si je fais musicale ça, après ça va, Dominique, vas-y, éventuellement. Après Dominique Roland. Si t'as le temps, on verra selon l'heure. D'accord. Il faut que je repasse aussi sur ça. Non, donc pour le moment, t'as pas Pour l'instant, autre chose à faire. ouais, on est d'accord. Tu le rediras vers 10h. À ta prochaine Philippe, pause. on repart avec vous. Oui. On continue. En garde. La fête.
C'est moi la C'est une fête. fête, ça? On commence par la boutique éphémère. Bah, pour les gagnants, à la fin, oui. Là, Les- là. Là. Juste un concert. Il faut que tu lui demandes qui, combien de jours, combien de temps ça dure. C'est un onglet concert là. Ah, il y a Lydie Solomon qui passe aussi. Ouais, c'est ça, mais ouais, mais c'est. Donc en fait, On l'a en fait, reçu, tu vas pas faire il y a la pause 10 jours. entre Dominique Elle est et charmante, Philippe hein. et C'est Dominique, incroyable, parce hein. que c'est la- Puis on est donc Oui, à oui, ça change. Comment Elle parle. Hein. Elle a beaucoup parlé. Pas de pause musicale. C'est pas moi qui ai fait entre vous deux, l'émission. hein, on enchaîne direct. Et Dominique, Là, faut reprendre, là, faut y aller. Faut y retourner, là. On est enchaîné. Allez là, voilà, c'est bon. C'est le 12 mars en fait, Karenan. C'est pas tout de suite, c'est On le en 12 avance. mars. Faut y retourner, là. Oui, Oui, mais ça va. Non, On est bien avec l'autre jeune. Oui, mais d'accord, non. Danser. Vous venez d'entendre Cécile Elricia avec le morceau Naked City. Au bar de l'économie, aujourd'hui, je reçois Dominique Roland, directeur général adjoint de la ville d'Enghien et directeur de la culture, Frédéric Cagnache, directeur du théâtre des Blancs-Manteaux, Patrick Selos, vice-président de l'Association des ingénieurs et scientifiques de France, et Philippe Sueur, maire de la ville d'Enghien. Alors Philippe, on revient vers vous et recentrons-nous maintenant sur la ville d'Enghien et ses animations. Je voudrais que vous nous parliez des 3 sujets que je vais vous laisser nous dévoiler. Le premier, c'est la boutique éphémère. Vous pouvez nous dire ce qu'est une boutique éphémère? Volontiers, bon, c'est très à la mode depuis quelques années, hein, à savoir que sur des lieux qui sont parfois en friche, et c'est vrai que nous avons, nous, sur la partie nord de Gaulle, des boutiques qui ont été fermées parce qu'un gros chantier va démarrer d'ailleurs au printemps prochain, à la construction de logements sociaux, 67 logements par l'immobilière des chemins de fer, et il y a là des boutiques qui étaient en quelque sorte en friche, hein, et on ne peut pas laisser des vitrines muettes, hein. Donc j'ai souhaité, notamment sur des portages, la ville aussi fait du portage immobilier, comment dire, la restructuration de rues, de quartiers, ça se fait sur la longue durée, les investissements sont longs, et on ne peut pas laisser ce principe de la boutique éphémère, c'est-à-dire qu'une activité va venir s'y installer, elle dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et là, en présentant cette idée, la Chambre de métier du Val d'Oise a saisi l'idée de dire on va faire la même chose, mais avec les métiers d'art. Nous avons en Val d'Oise la chance d'avoir vraiment des grands professionnels des métiers d'art, de la poterie, de la lutherie, de la coutellerie, l'ébénisterie, la sculpture, on a beaucoup de choses. Et c'est la Chambre des métiers donc, qui prend en quelque sorte en gestion l'une des boutiques dont nous sommes propriétaires et qui va l'animer en faisant venir successivement, voilà le côté éphémère, parce qu'un artisan qui est installé dans le Vexin n'a pas toujours les débouchés, mais va pouvoir venir, notamment personnellement, sans doute, être là le vendredi, le samedi, puis être au four du potier, bien entendu, le reste de son temps dans son atelier vexinois. Alors c'est le 11 décembre que nous inaugurons cette boutique éphémère, qui est sur presque 200 mètres carrés. C'est une très grande boutique. C'était jadis, pour ceux qui ont connu, L2D, notre belle maroquinerie, qui a cessé son activité il y a déjà quelques temps. Et c'est à cause de cette fermeture que nous avons voulu nous substituer et acheter ces murs. Et nous voyons bien d'ailleurs que ce nouveau concept marketing, comme vous l'avez dit, a déjà eu des expériences sur Paris et les résultats ont été très encourageants, à la fois pour les commerçants qui y ont été et à la fois sur les flux de clientèle, parce qu'effectivement, ça n'a pas, je dirais, rompu ces flux de clientèle. Non, au contraire. Et puis ça soutient l'insolite. Voilà. Nous sommes aujourd'hui dans une époque de curiosité. On ne se satisfait pas du linéaire. Et bien là, on a une réponse. Donc on se donne rendez-vous le 11 novembre. Décembre. Le 11 décembre, pardon, excusez-moi. Alors, vous lancez également l'Atlas de la biodiversité. Oui, tout à fait. Pourquoi vous lancez cet Atlas? C'est la continuité de notre Agenda 21. Enghien-les-Bains a été labellisé Agenda 21 il y a maintenant presque 12 ans. On a été parmi les 100 premiers Agenda 21 de France, c'est-à-dire labellisés par le ministère. Nous sommes dans ce qu'on appelle la saison 2, deuxième étape, et il y avait un complément évident, parce qu'un Agenda 21, il y a un volet environnemental, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Le développement durable, vous le savez, ça se fait aussi dans la cohésion sociale,
hein, et dans le développement économique qui est toujours résilient. Hein. Mais c'est le volet environnemental qui était pour nous important, parce que Enghien n'est pas une ville forestière, mais c'est une ville lacustre. Nous avons une chance exceptionnelle d'avoir un lac de 44 hectares, et même sur les 2 communes voisines, Lac Nord et Lac de Saint-Gratien, dit de la Princesse, qui sont des propriétés de la ville d'Enghien-les-Bains, donc c'est 50 hectares. Mais il y a aussi d'autres parcs sur Enghien. On a au sud d'Enghien 2,5 hectares qui appartiennent à la ville de Paris, dont nous louons d'ailleurs à la ville de Paris presque l'essentiel, avec vraiment une très très belle canopée, avec des végétaux très intéressants. Donc ce qu'il fallait, c'est faire le recensement de tout ça, la faune, la flore. Il existe une agence nationale de la biodiversité. Nous avons rencontré dès d'ailleurs le printemps, hein, c'est une affaire en fait à laquelle j'ai pensé au printemps dernier, puisqu'on relance auprès de nos jeunes gens. Il y a également pour Enghien un agenda 21 junior, hein, parce que le développement durable, c'est un comportement. Hein. Il y a 15 ans, parler de développement durable, bah, ça ne sollicitait pas, ça suscitait pas beaucoup de curiosité et d'intérêt. Aujourd'hui, c'est une double conscience. Je crois qu'on baigne dedans. Et c'est par les jeunes qu'on structurera encore davantage cette nouvelle culture. Et donc, il faut que nous fassions les diagnostics et nous commencerons. Donc là, on a une première rencontre importante début décembre. Et puis au fil des mois, on fera participer la population parce que il faut s'accaparer, il faut qu'il y ait en quelque sorte une immersion dans ce que nous voyons tous les jours sans le vivre, en quelque sorte. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que l'environnement est une préoccupation de plus en plus forte pour la ville d'Enghien. Ça a toujours été important. Quand on dit une ville thermale et qu'on a la chance d'avoir une eau sulfurée qui est le degré de soufre le plus fort de France avec Alvar, qui est un véritable médicament, d'abord, on est toujours en posture de protection, protection de gisement, par l'amont, par les sols, les infiltrations. Bon. Et une ville comme Enghien-les-Bains, qui a la chance d'avoir aussi une base nautique, se doit de donner tous les moyens de vivre l'environnement. Pas seulement de le regarder, mais de le vivre. Mais il faut mieux le connaître. Et pour bien le connaître, il faut qu'il y ait des diagnostics de la flore, de nos canopées, de tous nos arbres remarquables. Nous avons quelques arbres qui sont exceptionnels. Un platane de haut de 40 mètres, des taxidis et quelques autres. Mais il n'y a pas que ça, il y a la faune également. Il y a une faune lacustre. Il n'y a pas qu'une faune lacustre. Il y a notamment le parc Sainte-Jeanne, où j'ai fait établir pour les enfants depuis très longtemps potager pédagogique, verger pédagogique. Mais on a là des lieux qui doivent en quelque sorte être connus, protégés et vécus. Merci Philippe Sueur. Dernière question pour vous. Ce sont les projections monumentales. Elles annoncent probablement les fêtes de Noël. Ah oui. Alors, je vous laisse la parole pour les présenter. Oui, c'est un bonheur, vous savez. Enghien est une ville dont l'économie est totalement tournée sur l'extérieur. Nous vivons de nos visiteurs. Nos commerçants vivent de leurs chalands clients. Le chiffre d'affaires que les Enghiennois pourraient générer sur les boutiques enghiennoises, c'est 30% au maximum. Nous vivons de nos touristes, nous vivons de nos joueurs. Donc, il faut de l'animation. Donc, Enghien est en fait tout le mois de juin et juillet, et au mois de décembre. Nous commençons avec les commerçants ce samedi. Nous avons là une journée, un samedi qui va être une nocturne jusqu'à 22h organisée par les commerçants d'Enghien, par son président Laurent Guèche. Ensuite, le 6 décembre au soir, nous inaugurons les projections monumentales dont vous voulez que je parle. Alors, il s'agit pour nous de continuer, de prolonger ce qui avait été initié d'ailleurs par le Centre des Arts, grâce à des artistes comme Miguel Chevalier, qui sont des artistes de la lumière, qui projetaient des animations lumineuses, interactives notamment, avec Fractable Flowers sur l'église. Et l'idée nous a pris que, comme à Lyon, vous connaissez le 8 décembre, mais ça dure 3 jours. Et nous, on a voulu que ça dure un mois.
Nous avons eu la chance d'avoir plusieurs grands artistes et celui qui, depuis 3 ans, nous accompagne, 4 ans maintenant, c'est Damien Fontaine. Alors Damien Fontaine, c'est 4 fois les Trophées de la Lumière de Lyon. Damien Fontaine, c'est des illuminations à travers le monde. C'est un jeune homme, hein, il a 40 ans, il est une référence. Hein, c'est une référence. C'est un inventeur, c'est un sculpteur de lumière et de son, parce que ce sont des animations qui ne sont pas que visuelles, mais également sonores, sur l'église, avec le thème cette année Notre-Dame de Paris, hein, sur la mairie, où le thème, depuis des années, est consacré aux enfants. C'est un conte de Noël, hein, qui se développe d'année en année et en projection, alors là, à 300 degrés. Hein, nous projetons pas seulement sur la façade, mais sur le latéral de la mairie. Donc on a tous les soirs 50, 100, 150 enfants qui sont là. Hein, les projections durent par sectionnement 12 à 15 minutes, puis reprennent après une pause de 3-4 minutes. Et sur le latéral du casino, Léonard de Vinci. Voilà. C'est très très beau. Ça va durer jusque, évidemment, les premiers jours de janvier. En même temps, bon, nous sommes dans une ville très lumière, très illuminée. Je fais ouvrir les lumières il y a déjà 8 jours. Nous avons des animations tout le mois de décembre. Il y a un marché, je le signale à nos auditeurs, auditrices, le marché de Noël associatif, c'est-à-dire c'est un marché où les quelques 45 exposants sont tous des bénévoles, hein, dans des associations de solidarité. Hein, c'est très chaleureux. Il y a des chants, il y a de l'animation, il y a de la musique. Hein, voilà, j'invite vraiment, hein, les Anguennois, ils le savent, hein, mais les habitants de la région à venir nous rejoindre. Et puis, voilà, puis merci Philippe. L'animation que Dominique Roland, hein, vous donnera pour le Centre des Arts. Excusez-moi, merci Philippe Sueur. Ces animations attirent des visiteurs partout, qui viennent de nombreuses destinations et qui participent au rayonnement de la ville. Alors, nous allons enchaîner, justement, c'est un bon moyen d'enchaîner avec vous, Dominique Roland. Dominique Roland, votre programme 2019-2020 est très dense et recueille déjà un vif succès. Vous avez, dans les 2 jours qui viennent, 2 spectacles dont j'aimerais que vous nous parliez. Le premier, c'est le concert de Lydie Solomon. Pouvez-vous nous présenter cette jeune artiste qui est considérée comme un enfant prodige, je crois? Oui, Lydie Solomon est une artiste qui a débuté sa carrière. Bon, à 2 ans, on ne sait pas lire la musique, mais d'oreille, c'était l'hymne à la joie de Beethoven. Et puis, après, à 5 ans, elle est entrée à l'École nationale de musique de Paris. Après, elle est arrivée à 13 ans, ce premier concerto, et musique de chambre. Après, à 15 ans, elle continue avec l'Orchestre de Radio France, d'ailleurs. Et puis, à 18 ans, elle a évidemment l'École nationale supérieure de Paris, de musique de Paris. Elle a eu le premier prix avec mention très bien. Alors ça, c'est pour la formation. Alors, elle dit qu'elle a été également, parallèlement à cela, une étudiante à l'ESSEC et un parcours aussi de comédienne. Bon. Alors effectivement, on la voit apparaître en silhouette dans des différents films, films fiction ou documentaires d'ailleurs. Et Lydie Solomon donc, est connue pour être pas une spécialiste de Chopin, mais une interprète de Chopin particulièrement brillante. Elle a d'ailleurs, moi je l'avais rencontrée il y a un peu plus de 10 ans, puisque à ce moment-là, elle a enregistré Eldorado de Chopin à Cuba. Voilà. Alors c'était un point commun, puisqu'Anguien, depuis de nombreuses années, programme de la musique cubaine. Et c'est vrai de rencontrer une artiste française interprétée à Cuba, à La Havane, non seulement Chopin, mais Ernesto Lecuona, qui, vous le savez, est un compositeur, pour nos auditeurs, cubain important. C'est original, oui. Voilà, et qui a eu d'ailleurs beaucoup d'influence de la musique classique cubaine par rapport à l'école française, Debussy, Chopin, bien sûr. Et donc Lydie Solomon est arrivée en lien, finalement, puisque une artiste, on dit toujours qu'une artiste n'est pas accomplie si elle ne sait pas transmettre. Alors, l'intérêt, évidemment, de se retrouver en lien, c'est à l'école, au Conservatoire de musique et de danse d'Enghien-les-Bains. Elle est enseignante, professeure de piano, et c'est dans le fond la réunion de ces 2 talents, c'est-à-dire celui d'enseigner, de transmettre finalement ce qui est à la fois sa passion, ce qu'il incarne
finalement dans les répertoires qu'elle interprète, et en même temps eh bien d'être finalement dans un écosystème où la culture, l'art se côtoient, et pour les plus jeunes, avoir la chance d'avoir un professeur de ce talent, c'est quelque chose de formidable. Alors, ce qu'elle va interpréter, parce qu'il faut bien un petit peu en parler, alors c'est un parcours musical qui est assez finalement difficile, parce que on a la fantaisie en ré mineur de Amadeus Mozart. Ça, pour les mozartiens, pour nos auditeurs, c'est un passage tout à fait intéressant. Mais évidemment, après, elle excelle dans surtout l'opus numéro 8 de Frédéric Chopin, la valse de l'adieu, hein, qui est numéro 1, et également l'étude numéro 12, révolutionnaire de Chopin, et puis Nocturne, alors bien sûr, Nocturne. Mais pas seulement. On voit également, elle va interpréter Franz Liszt et les études d'exécution transcendantes, harmonie du soir. Voilà, c'est un parcours finalement assez complet, très différent, parce que je veux dire, entre Mozart et Chopin, il y a véritablement des différences, non seulement d'époque, mais d'interprétation qui sont posées. Donc enchaîner, ça va être quelque chose d'assez fort, et surtout, c'est l'invitation pour à la fois pour les habitants d'Enghien qui ne la connaissent pas, pour les élèves de l'école, bien sûr, de la découvrir différemment, plus cette fois pour l'enseignement, mais en concert, en récital. Et c'est effectivement, comme vous l'avez dit, une belle réussite dans un écosystème complet, c'est-à-dire à la fois une prodige et puis qui transmet. Et donc c'est quand même très fort d'avoir justement cette complémentarité. Alors j'ai envie de vous poser une question pour nos auditeurs qui vous écoutent. Le concert, c'est demain, c'est vendredi? Alors c'est donc demain, vendredi 29 novembre. Et il reste des places? Il reste des places, oui, il reste des places. Alors, il y a un élément qui est intéressant, parce que évidemment, elle joue. Nous avons la chance au conservatoire, et ça, c'était je dirais, une initiative de Philippe Sueur, parce que très attaché à quand des pianos se présentaient, il y a un playel. Alors les playels, on n'en trouve plus. Et il se trouve que les playels ont été beaucoup utilisés à l'époque de Chopin, beaucoup utilisés. Et ce playel, évidemment, incarne finalement le piano au sein de l'école. Et elle, beaucoup joué sur playel. Là, elle jouera peut-être sur un autre piano, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a aussi un patrimoine suranguien de pianos tout à fait intéressant, qui a été restauré d'ailleurs, et qui donne aussi une tonalité pour ce concert, donc, qui est donc demain soir, 29 novembre, à 20h30, au Centre des Arts. Merci. C'est un Pleyel qui vient même de la salle Pleyel. Alors, ça, je l'ignorais. Voilà. Alors, le deuxième sujet, Dominique Roland, c'est le festival Plein les Mirettes. C'est le samedi 7 décembre et il est destiné aux enfants. Et pendant toute une journée, vous proposez aux enfants de s'emparer du Centre des Arts. Qu'en est-il exactement ? Alors, en réalité, c'est une appropriation par les enfants, accompagnés de leurs parents, des familles. C'est une appropriation non seulement de l'espace, mais également d'un parcours à travers des spectacles. Alors, les spectacles commencent pour les plus petits dès l'âge d'1 an. Oui, très jeune. On a Avion Papier, là, qui est un voyage poétique et musical. On a Pilographie, là, ce sont des petits fantômes que l'on retrouve, vous savez, un peu à l'image de ces films, hein, qui sont plutôt humoristiques, finalement. Et donc là où nous sommes plus sur des tranches d'âge de 6 ans, hein, là on est sur des petites formes théâtrales, hein, et puis ensuite des installations, des activités qui vont être... Il y a Pictolum, qui est une installation lumineuse et interactive, puisque nous nous intéressons en Enghien à l'art et à la création du XXIe siècle. Alors je ne dis pas numérique, parce que ça, quelquefois ça fait peur. Donc, mais parler de l'art et de la culture du XXIe siècle, c'est aussi tout ce qui fait partie de nos outils. Et ce qui traverse nos outils, ce sont finalement les artistes, les écritures, à la fois la poésie, mais aussi l'esthétique. Et alors, il y a Circuit Robot, qui est un concert itinérant pour son lumière. Il y a également Starfield, qui est une installation interactive pour plonger au cœur de l'espace. Alors là, on est un peu plus en immersion. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'immersion. Hein. Il n'y a pas que le casque, si vous voulez, de réalité virtuelle. Il y a aussi des formes immersives dans des espaces.
et puis Narcisse, et puis alors il y a bien sûr il y en a encore 3 autres. Je ne vais pas tous décrire tous les spectacles, mais il y a des séances cinéma également, puisque nous sommes au Centre des Arts une salle à réessai. Toujours intéressant de savoir que pour nos auditeurs, venez nombreux, 400 séances par an. Et puis également des tablettes et des dessins qui vont être réalisés donc avec des ateliers, des coins jeux, des coins lecture. Et alors, je voudrais simplement sur ce programme aussi dire qu'il y a des ateliers. Et des ateliers, c'est très important. La pratique des enfants dans ces ateliers, c'est finalement s'approprier non seulement un outil, mais un langage, une forme, une esthétique avec des artistes. Alors il y a Match-Up qui est un atelier de mixage pour les... Alors le mixage, nous sommes ici évidemment dans un studio et dans une radio, mais c'est le premier métier, c'est d'abord le mixage et l'ingénieur du son. D'ailleurs j'ai appris, j'étais avec l'École nationale supérieure de Louis Lumière, que les ingénieurs du son français sont les plus cotés dans le monde. Dans beaucoup de films, et c'est le directeur qui m'a appris ça, puisque je visitais l'école supérieure Louis Lumière, et ça a été une révélation. Alors, il y a le son, bien sûr, il y a le cinéma d'animation, où les enfants vont être pendant un temps, c'est assez court, récréatif, et bien être au contact de créateurs, de réalisateurs de courts-métrages, et vont s'essayer finalement à apprendre les rudiments de la réalisation avec une caméra, et puis un atelier de musique assisté par ordinateur. Alors, oui, pourquoi? Parce qu'il y a une spécialité en Enghien, c'est que le conservatoire de musique et de danse de Enghien-les-Bains est un des seuls conservatoires en France à être doté d'ateliers de musique assistée par ordinateur, et autant il est intéressant d'apprendre le piano, le violon, de pratiquer, d'avoir une culture générale, autant sur la musique classique, soit musique baroque, 18e siècle, 19e siècle, mais aussi de travailler avec des outils du 21e siècle, qui est à travers la musique assistée par ordinateur. Alors là, il y a véritablement une invitation qui, pour des enfants qui ne sont pas inscrits à l'école, pourront peut-être s'intéresser à s'inscrire à l'école de musique, puisqu'ils vont être en atelier pendant toute l'après-midi de ce festival qui est donc maintenant au mois de décembre, et il va être le 7 décembre. Le samedi 7 décembre, et qui est ouvert de 10h à 19h. Beaucoup de choses quand même. Merci beaucoup Dominique Rolland. Ce qui est important, je le relève une fois de plus, c'est qu'en fait c'est un festival où les enfants ne sont pas que spectateurs, ils vont être acteurs et spectateurs, et je pense que c'est ça qui est très important. Avec leurs parents, c'est un festival où on vit en famille. C'est exact. C'est surtout l'invitation, surtout pour les enfants d'être acteurs, oui, parce que l'art du 21e siècle, c'est un art où on ne se contente plus de regarder, mais également on pratique. Merci Dominique Rolland. Un dernier mot sur une visite que vous avez effectuée la semaine dernière. Alors, si vous pouviez le faire en 2 minutes, c'est la visite que vous avez faite en Russie, à Saint-Pétersbourg. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en a été et ce que l'on va surtout avoir dans les mois ou l'année prochaine? Alors, cette invitation, elle est tout simplement le fruit de Philippe Sueur le disait très bien, c'est-à-dire que la ville d'Enghien a surtout un devoir, c'est son attractivité. Son attractivité aujourd'hui, en tant que ville créative de l'UNESCO, c'est une attractivité à l'international. Et nous avons eu la visite, donc il y a 6 mois, d'une fondation russe, donc Sealand, et incarnée par 2 personnalités d'ailleurs qui exercent aussi dans le domaine de l'art, aussi aux États-Unis, et pour nous présenter leur festival. Et en disant, nous avons entendu parler de ce que faisait Enghien sur la création numérique, sur l'art numérique, et donc cette invitation a été faite pour découvrir des artistes russes et pour présenter une conférence, intervenir sur la création et l'art numérique, art du XXIe siècle. Alors, évidemment, cette invitation m'a été adressée, et je me suis donc retrouvé à Saint-Pétersbourg, une ville tout à fait, ville à la fois magique, romantique, enfin à tous égards et historique. Et sur cette ville, j'ai été étonné parce que je ne m'attendais pas à ce que la conférence se fasse à l'Ermitage. Ça a été quand même
une impression, je dirais, très forte impression, avec des spécialistes de l'art. Ça a été ma première mission à cette invitation, donc du Centre des Arts de la ville d'Enghien-les-Bains, pour présenter, évidemment, pour faire partager notre expertise sur ces sujets. Et puis l'Institut français, j'ai eu la chance de rencontrer à l'Institut français le consul général de France et qui est en même temps directeur de l'Institut français, très intéressé au point que d'ailleurs il souhaite reconduire à nouveau une invitation, et puis de voir des artistes russes. Alors là, on est étonné de voir comment l'art, nous avions à Enghien-les-Bains accueilli une exposition du musée d'art contemporain de Moscou il y a un peu plus de 10 ans, mais tout a changé. C'est-à-dire que nous voyons maintenant apparaître des artistes avec l'utilisation d'intelligence artificielle. L'algorithme, le codage est au cœur des préoccupations des artistes. Accélération, évidemment, des hybridations des genres, et puis des installations, alors beaucoup d'installations visuelles. Et la proposition qui a été faite par Sealand et ce festival d'art numérique qui est CIFEST, qui se déroule donc à la fois à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg et à l'Ermitage, c'est de proposer d'amener ces artistes sur la Biennale des Bains numériques à Enghien, de prendre en charge leur transport, et me demandant évidemment de faire un choix, puisqu'il y avait dans de hauts lieux de présentation, évidemment, une rencontre de ces lieux historiques avec l'art contemporain. Voilà, et nous retrouverons en fait ces artistes russes à la Biennale au mois de juin 2020. Au mois de juin 2020. Merci Dominique Rolland. Nous rappelons le site internet pour retrouver toutes ces informations, c'est www.cda95.fr. J'y suis personnellement allé, il est très détaillé, très clair et très précis sur toute votre activité. Merci en fait pour toutes ces informations. Alors je vais enchaîner parce que nous sommes un tout petit peu en retard sur le programme, et plutôt qu'une pause musicale, on va parler avec Frédéric Cagnache. Frédéric Cagnache, vous êtes le directeur du Théâtre des Blancs-Manteaux. Le Théâtre des Blancs-Manteaux, c'est un théâtre qui a une longue histoire, qui a débuté dans les années 70, qui a connu une programmation de très très grande qualité. Vous, de votre côté, vous êtes de formation ingénieur. Vous avez racheté ce théâtre en 2008, plus de 10 ans déjà. Alors, la première question que je serais tenté de vous poser, c'est pourquoi on passe en fait de cette formation et de métier d'ingénieur à directeur de théâtre? Et comment fait-on? Vous voulez dire pourquoi une telle descente aux enfers? C'est ça que vous voulez dire? Ah, vous ne le voyez pas comme ça. Ben oui, il y a des fois, on connaît les parcours, bon, pas aussi brillants que d'autres. Non, en fait, j'ai toujours eu ces deux métiers dans le sang depuis que je suis adolescent. Voilà, j'ai découvert les deux choses. J'étais dans un lycée où j'ai eu la chance d'être dans un lycée équipé avec un ordinateur que j'ai découvert par hasard. Il était dans un coin, il y avait peu d'élèves du lycée qui le connaissaient. Oui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, n'est-ce pas, ne connaissent pas, où effectivement c'était l'exception d'avoir un ordinateur dans un lycée. J'ai eu cette chance-là, et puis j'ai eu l'envie, alors là c'est vraiment une envie de faire du théâtre. Je pense que c'était au fond de moi, je n'en avais pas conscience. Et puis voilà, ça a explosé à l'adolescence, il y a plein de choses qui explosent comme ça. Et puis après, bon évidemment au lycée on me disait, mais vous savez, Cagnache, parce que quand on me cherchait, quand on voulait me trouver, on me cherchait soit au club informatique, soit au club théâtre. Ah oui. Donc, évidemment, et on me disait, mais vous savez, Cagnache, c'est pas ça qui va vous faire vivre. Bon, désolé, je ne vis que de ça depuis que je travaille. L'intelligence artificielle, au départ, c'était, quand j'ai voulu faire ça, c'est venu comme ça. J'ai trouvé ça intéressant, quelque chose qui vit tout seul. L'intelligence artificielle, finalement, l'informatique, un logiciel. Ben, à un moment donné, on le crée, il y a une forme de créativité, et ça vit tout seul. Un spectacle, c'est un peu pareil. J'ai à peu près en même temps, j'ai monté une compagnie théâtrale, et puis ben, je l'ai fait vivre. Il y a des spectacles, je jouais dedans,
je faisais de la mise en scène. Pour moi, c'était waouh, parce que personne d'autre ne le fait. Donc, il faut bien que quelqu'un le fasse. C'était une sorte de choix par défaut, avant de m'apercevoir que finalement, c'était ça qui m'intéressait le plus. Voilà, donc, voilà. Puis c'est venu. À un moment donné, il a bien fallu faire un premier choix, travailler dans l'industrie. Alors, je ne voulais pas faire n'importe quoi, faire des choses trop... trop sage, donc l'intelligence artificielle dans la grande industrie, recherche et développement. Alors là, c'était absolument passionnant. Et puis, je sais pas, vous savez, quand on était mordu par le virus du spectacle, du théâtre, à un moment donné, on y revient, il nous lâche pas. Donc, j'ai profité d'une opportunité qui s'est présentée à moi pour créer une société, une entreprise de production de spectacles. Et puis j'ai compris qu'à Paris... Excusez-moi, je vous interromps. Et vous faites ça depuis longtemps, la production de spectacles? Voilà. Je crois que oui. Alors votre question va m'amener à prendre un gros coup de vieux, là, d'un coup, parce que je n'y pense absolument pas. Pour moi, vous savez, quand on aime, on a toujours 20 ans. Vous avez ça dans le sang. Complètement. Je crois que je suis quelqu'un de passionné. Et donc, faire de la recherche scientifique, c'est une passion. Je ne connais pas de chercheurs scientifiques, que ce soit en recherche fondamentale ou en recherche appliquée, qui ne soient pas passionnés par ce qu'ils font. Parce que découvrir des choses nouvelles, voilà. Pareil, là, je suis maintenant directeur de théâtre parce que j'ai compris que à Paris, si on veut vraiment exister, faire des choses, c'est mieux d'être directeur de théâtre que producteur. Avoir un théâtre, c'est un outil exceptionnel. Et le théâtre des Blancs-Manteaux, moi, qu'on puisse dire, c'est que c'est un outil formidable. Vous savez, il y a des lieux où l'esprit souffle. Oui. Les Blancs-Manteaux, il faut savoir que les Blancs-Manteaux, le nom vient d'un ordre religieux qui date du XIIe siècle. Et le théâtre des Blancs-Manteaux lui-même est sur les lieux même de l'ancien emplacement d'un cloître. D'ailleurs, pour la petite histoire, les Blancs-Manteaux, c'était un ordre mendiant. C'est-à-dire des gens qui ne vivaient que de la générosité des autres. Mais vous m'avez enlevé le mot de la bouche tout à l'heure, parce qu'effectivement, quand on vous entend parler, on sent que c'est la passion en fait qui vous guide. Oui, et c'est ça votre quête de sens, elle est là, elle est dans la passion de ce métier. Dans la passion des métiers, quels qu'ils soient. Je dirais la passion, là, comment dire, Dominique nous parlait de transmettre. J'ai aussi cette passion-là de transmettre. J'ai gardé des contacts dans l'industrie et de temps en temps, je reviens, j'interviens auprès d'un CFA pour une formation de jeunes ingénieurs. Alors, je transmets aussi au théâtre. En introduction, vous avez parlé d'une initiative que j'ai prise pour faire du théâtre. En fait, c'est à la demande de BEG. C'est les ateliers de la comédie. Très bien. Que j'ai créé au sein du théâtre des Blancs-Manteaux. C'est des bêtes qui m'ont dit, d'un coup, ils m'ont dit, est-ce que vous sauriez nous faire du théâtre? Je dis, oui, bon, après, en comprenant, il m'a fallu comprendre ce que c'était le handicap du bégaiement, et que je pouvais y apporter quelque chose simplement par les techniques de comédien. Mais alors, dites-moi, Frédéric Cagnache, à un moment donné... Appelez-moi Frédéric, on se connaît maintenant déjà assez bien. Hein. Mais dites-moi, à un moment donné, la réalité vous rattrape. C'est-à-dire qu'en tant que directeur de théâtre, vous devez à la fois faire l'équilibre entre effectivement la passion, cette créativité, et puis tous les artistiques, et puis l'économique. Et puis, il faut que ça existe économiquement, tout à fait. C'est un... je dirais, alors je me souviens d'avoir vu dans un bureau, il y avait un écriteau, c'était marqué... alors, l'urgent est déjà fait, l'impossible est en train de se faire, vous le connaissez sûrement, et puis pour les miracles, on demande un délai de 24 heures. Moi, en fait, des fois, les miracles, je n'ai qu'un délai de 5 minutes. Voilà. Et c'est cet ordre-là, c'est pour ça que c'est plus une vocation de faire ce genre de métier. Je suis confronté quotidiennement, c'est un combat, effectivement, surtout à l'heure actuelle. La culture
oserais-je dire, parce que bon, il y a des gens qui refusent que l'humour soit considéré comme étant comme une activité culturelle. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux faire rire. Bah si, monsieur. Enfin, il y a des gens qui me le disent. Si, essayez de faire rire des gens, vous verrez que quelles que soient les circonstances de votre vie, pour un artiste, je peux vous assurer que effectivement c'est extrêmement difficile. Et c'est vrai, nous ne l'avons pas dit, votre théâtre et votre programmation, elle est spécialisée dans l'humour. Ah, complètement l'humour. Bon, vous comprenez dans ma manière de m'exprimer que moi il me faut du relief dans ma vie. Quand on est passionné, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du relief. Et quelle satisfaction immédiate lorsque je vais dans parce que le théâtre des Blancs-Manteaux est un théâtre qui a deux salles, deux petites salles. Quand je vais dans les salles et que j'entends le public. L'actualité mondiale et française, elle est assez morose en ce moment. Donc c'est le moins qu'on puisse dire. Vous nous faites du bien. Oui, alors, je dis, j'aimerais bien. Alors, on parle toujours les gens du métier parlent toujours qu'il nous faudrait plus de subventions. Oui, il faut des sous, il faut vivre, on a besoin de vivre. Mais je dirais, on a surtout besoin de public. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans le discours des autorités, que ce soit les politiques, que ce soit qu'ils soient locaux ou nationaux, ont tendance à dire oh là là, surtout ne sortez pas de chez vous. On a enchaîné la saison dernière avec le mouvement des Gilets jaunes qui se répétait de semaine en semaine et qui a duré en fait non pas plusieurs semaines mais plusieurs mois. Et qu'on entendait, je hurlais, j'avoue, quand j'entendais ça dans les médias, quand j'entendais, mais surtout restez chez vous, ne venez pas, parce que vous allez voir, ça va être la guerre. Quand cet été, on me disait, mais restez chez vous, de toute manière, parce qu'il fait chaud, donc restez chez vous. Après, pour faire venir le public dans les salles, parce que c'est ça qu'il nous faut. Si on n'a pas de public, on meurt. Alors on meurt parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect économique qui est là et qui a voilà. Et bon, il faut on arrive toujours à trouver des moyens comment dire, de ne pas être rattrapé par le argent. Mais ce qui est le plus important, c'est étant donné, moi je suis relativement serein lorsque le public vient voir un spectacle. J'ai la prétention de dire oui, j'ai des spectacles de qualité. Alors le plus difficile en fait, c'est qu'ils viennent. Voilà, après vous êtes confiant. Leur dire, mais venez. Alors j'étais monsieur Sueur, Philippe, hein, c'est ça. Ouais. Disait tout à l'heure, mais venez. Alors Frédéric, venez à Enghien. Moi je dis mais venez dans le centre de Paris. Alors venez dans le centre de Paris. C'est d'abord le centre de Paris, le Marais. Le quartier du Marais est un quartier absolument magnifique, où il y a encore cet esprit village qui se perd dans d'autres quartiers plus internationaux de Paris et qui perdent leur âme, qui ont perdu déjà leur âme. Moi, je me bats pour garder cette dimension humaine. Alors Frédéric, si non je seulement comprends du bien, spectacle, mais aussi de Paris. Ce que j'ai bien compris, c'est qu'on aurait pu faire l'émission qu'avec vous, il n'y avait pas de difficulté là-dessus. Mais ce qui est important, et je le dis de façon très, très bienveillante, c'est surtout cette passion que vous nous transmettez. Et pour aller un pas plus loin, et pour faire venir maintenant les spectateurs chez vous, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de la programmation? Alors, la programmation se résume, si vous me permettez, par, si vous regardez le logo du Théâtre des Blancs-Manteaux, pour lequel j'ai travaillé, toutes les affiches sont sur fond blanc, évidemment, blanc-manteau. Et comme j'ai une formation scientifique, le blanc, quand vous le passez à travers un prisme, il se décompose en différentes couleurs. Voilà. Et du coup, le logo des Blancs-Manteaux est multicolore, et le slogan, c'est « Toutes les couleurs du rire », pour bien insister sur la diversité d'humour. Parce que dans l'humour, vous avez des comédies, vous avez de l'humour musical, vous avez de l'humour visuel, vous avez du one-man, one-woman show, vous avez Frédéric, vous avez des jeunes, vous avez des gens plus âgés, des auteurs, bon, en gros,
Ben voilà, alors les spectacles, donc j'ai des comédies, j'ai un succès là qui dure depuis 7 ans, c'est sur la relation parents-enfants, ça s'appelle les parents viennent de Mars, les enfants du McDo. Voilà, donc vous voyez à peu près on voit bien, avec une grosse part visualise. sur les relations parents-ados, et je peux vous dire, c'est trop drôle parce que vous voyez arriver des ados qui arrivent, vous savez, enfin les caricatures d'ados avec la mèche, bon, vos auditeurs n'ont pas l'image, mais voilà, essayez d'imaginer un ado, vous connaissez tous un ado avec une mèche sur l'œil, et qui dit ouais, c'est mes darons qui m'ont emmené là, ouais. Et quand ils ressortent de leur présentation, ils disent ouais, c'était trop bien. Voilà. Et c'est ça que je cherche. Voilà, c'est ça que je veux. J'ai des comédies, une comédie Mon homme parfait, c'est une femme qui en a marre des hommes et qui achète un robot, parce qu'elle se dit au moins il n'aura pas de défaut celui-là, d'où Mon homme parfait. J'ai une comédie sur l'amour après 40 ans. Ben oui, après 40 ans, on peut rencontrer l'amour. Et en gros, c'est, on va dire, allez, c'est quelqu'un qui représente les Gilets jaunes et quelqu'un qui, comment dire, qui est de la manif pour tous. Ben, ils se rencontrent, ils tombent amoureux. Et je peux vous dire que ça donne un mélange assez explosif. Alors, Frédéric... On a des one aussi. On a des one. Alors, des one extraordinaires. Jean-Baptiste, La revanche du terroir. Jim, c'est de l'humour noir. J'ai un spectacle. Alors, un one qui va démarrer là dans 2 semaines. Il est tout nouveau, il est tout jeune. C'est Mathieu Briard. Il est absolument exceptionnel. Non seulement c'est intelligent, il parle... il a basé son spectacle sur le rapport Meadows. On parle beaucoup de la croissance, du modèle économique de la croissance qui est totalement obsolète. Mais ça, c'est le rapport Meadows. Il y a des gens qui ont dit ça dès le début des années 70. Sauf que, voilà, il dit, il revient dans la peau de Jésus, dont le Père, Dieu le Père, le renvoie sur Terre, avec pour mission de recaler l'humanité dans son droit dans ses bottes, et je peux vous dire que c'est extrêmement bon. Merci beaucoup Frédéric Agnache. Donc si on veut retrouver toutes ces informations, vous avez un site internet, c'est très simple, c'est Blanc Manteau. Vous tapez Blanc Manteau et ça sort sur n'importe quel moteur de recherche. Blanc Manteau, blancmanteau.fr, en un seul mot. Voilà. Programme quotidien. Vous avez des spectacles tous les jours. Ouais, on a des spectacles, on en a plusieurs. Et ce soir, nous avons... Alors ce soir, non, c'est demain que j'ai des spectacles. Là, exceptionnellement, et mes spectacles font relâche. D'accord. Demain, ce sont des one, j'ai des one et des comédies. D'accord. Voilà. Donc La revanche du terroir, un ancien agriculteur, et oui, qui a épousé le métier du spectacle et qui raconte son Périgord natal et son arrivée à Paris. Merci Frédéric. Mais je vous en prie, merci à vous de m'accueillir. Je passe la parole maintenant à Patrick Sellos. Donc vous œuvrez pour la promotion des métiers des ingénieurs et des scientifiques. En conclusion, non pas parce que Frédéric a pris beaucoup de temps, mais ce que je vous propose, c'est qu'en conclusion, vous reveniez en fait sur le colloque qui a été animé par notre équipe le 14 novembre et qu'on conclue sur ces informations. Toutes mes excuses. Non, mais c'est bien volontiers. Oui, le 14 novembre, donc, l'IESF, Ingénierie Scientifique de France, l'Université de Paris, avait organisé donc un colloque sur ingénieurs et scientifiques en entreprise à l'horizon 2040. Donc, au cours de ce colloque animé par Florence Sueur, ici présente, nous avons eu l'occasion l'opportunité de rassembler 130 personnes pour un colloque, c'est déjà pas mal, 20 intervenants et environ une demi-douzaine d'entreprises, dont Dassault Aviation, que tout le monde connaît. Il y avait aussi Oil Gear, c'est une société de mécanique américaine. Il y avait Damae Medical, qui a développé donc un processus de traitement du cancer de la peau. Il y avait aussi le cabinet de chasseurs de tête Auermann Executive Search. Enfin, vous voyez, donc Radio Anguin, donc toutes les personnalités et tous les métiers d'avenir.
Et donc, pour parler de quoi? Donc, de ce métier, donc de l'ingénieur et du scientifique, non pas donc dans un face-à-face avec l'université, hein, qui habituellement se battent en disant « ouais, nous, on est les meilleurs », mais non, là, c'était un côte à côte pour savoir quels seraient les métiers en l'an 2040. 2040, hein, vous me direz, c'est pas aujourd'hui, hein. Non, non, mais déjà ça va venir maintenant. vite. Oui. 2040, c'est maintenant qu'on se prépare au niveau de la formation. Parce que, vous le savez certainement, mais certains experts prétendent, et on peut les croire, que 80% des métiers de l'an 2040 n'existent pas encore. Alors c'est tout de même un champ des possibles immense, hein, 80%. Vous me direz, bien peu d'experts vous diront, en 2040, voici la liste des métiers qui n'existeront plus. D'accord? Donc, voilà, parce qu'on peut s'y préparer peut-être. Bien, ces métiers, essentiellement, d'après ce colloque, quand on regarde, c'est tout ce qui tourne autour du data scientist. Les métiers, donc, du traitement des données. On vient d'en parler, là, on parle de l'intelligence artificielle, on vient de parler de collecte des données, qui aujourd'hui, vous le savez très bien, fait la richesse de certaines entreprises aux quatre coins du monde. Et je ne citerai pas les lettres en quatre lettres que tout le monde connaît. Eh bien, ces données-là, il faut les analyser de manière à pouvoir tirer des processus, je dirais presque industriels, d'AMI médical en est un. Mais ça veut dire qu'on revient à des mathématiques et à de la physique quantique? Exactement. Donc, c'est une très bonne remarque, ça, parce qu'effectivement, suivant la loi de Moore, que chacun connaît peut-être, qui est donc l'un des fondateurs de Intel, on a donc une explosion donc, de la puissance des calculateurs qui va donc de manière exponentielle. Et justement, on se posait la question de savoir, oui, mais jusqu'où va-t-on? Eh bien, les ordinateurs de type quantique vont effectivement être là pour pouvoir franchir ces étapes, pour pouvoir franchir ces puissances de calcul phénoménales qui pourront traiter véritablement ces données qui sont collectées. Mais qui peut traiter ces données? Ce sont des ingénieurs, ce sont des docteurs et sciences qui ont la science, qui ont le savoir de pouvoir travailler ensemble justement au développement de nouveaux processus. Le traitement médical, aujourd'hui, c'est essentiellement technique. Mais vous êtes en train de nous dire en fait qu'il faut plus de doctorants? Exactement. Aujourd'hui, il y a environ 35 000 doctorants qui sont formés chaque année. Et c'est un domaine qui est en pleine explosion, en pleine croissance. Il nous faut des doctorants, mais il nous faut des ingénieurs pour travailler avec les doctorants. Parce que d'un côté, vous avez celui qui réfléchit, qui pense à un concept, et de l'autre côté, vous avez un ingénieur qui le met en œuvre. Et on retrouve dans les doctorants, en fait, le phénomène qu'on a déjà évoqué sur la transmission, en fait. Parce que conduire un doctorat, c'est bien de la transmission de savoir, de connaissances, d'expérience, pour pouvoir faire monter en compétence ces jeunes doctorants. Voilà. Et donc, il y a beaucoup à faire, et donc IESF est une société savante, au sens large du terme, qui a la particularité de rassembler justement ces deux composantes de la société. Et les deux composantes de la société, je dirais, de demain, que les entreprises auront besoin. IESF, c'est, je ne sais pas, au niveau du répertoire, par exemple, c'est 1 million de personnes, 1 200 000 de personnes qui sont répertoriées en tant que diplômés ingénieurs, diplômés docteurs et sciences. 1 million, vous vous rendez compte? C'est faramineux. Merci Patrick Selossor. J'insiste aussi sur un point, c'est que vous êtes très investi dans les régions, et ça on peut le retrouver sur votre site internet, je le cite, c'est iesf.fr, mais vous avez aussi des sites régionaux, et on voit que vous irriguez, en fait, vous essayez d'irriguer au plus possible, au plus proche aussi des régions, et ça c'était important, je pense, de le relever. C'est très important de le dire, et surtout aussi, sachons que IESF est une société qui a été créée en 1848, c'est pas d'aujourd'hui. Donc 1848 et depuis 1860 reconnue d'utilité publique. Merci à tous pour votre présence. Merci pour vos commentaires. Ah, Philippe, tu as un petit commentaire? Pour justement illustrer le propos. Hier, nous étions à Enghien-les-Bains dans une très jeune entreprise qui s'appelle Optopic, qui fait effectivement de l'intelligence artificielle. Ce ne sont que des ingénieurs et des doctorants. L'année dernière, ils étaient 25. Cette année, ils sont 42. Ils s'installent à Lausanne, à Boston. C'est incroyable.
hein, parce que c'est vraiment la convergence de la science Alors on les fera et à venir. l'économie. Nous les ferons venir. Merci Philippe, merci à tous, merci à Quentin et merci à Florence, même si vous ne l'avez pas entendu. À bientôt.